Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous avons une affection très particulière pour les vidéos que nous consacrons aux personnages créés par J.K. Rowling pour son Wizarding World. Nous avons déjà traité de très nombreux personnages depuis maintenant plus de 3 années d'existence de la chaîne et pourtant il nous en reste encore tellement à découvrir, tellement qu'au final nous en avons encore en fait pour un petit moment, ce qui est très bien puisque ça nous laissera le temps d'avoir de nouvelles choses entre guillemets dans l'actualité du monde magique pour pouvoir vous en parler. Alors, le personnage que nous vous proposons de commencer à aborder dans cette vidéo fait partie des personnages, on peut le dire, principaux du roman et peut-être même des plus populaires depuis le début de l'aventure. Il se trouve également que c'est l'un des personnages qui est probablement parmi ceux que vous nous avez le plus proposé et surtout le plus demandé. Mais nous avions besoin de temps pour tenter de cerner le personnage dans son entièreté et de vous proposer un contenu à la hauteur de ce que nous aimons vous proposer sur notre chaîne. Le personnage de Severus Rogue n'est pas n'importe quel personnage, ce n'est pas un personnage secondaire que nous pouvons traiter en 30 ou 40 minutes tant son histoire a un retentissement dans le roman de J.K. Rowling et plus largement dans le déroulement des événements du Wizarding World durant toute la période que couvre Harry Potter. C'est pourquoi nous nous sommes décidés à enfin aborder ce personnage qui fera l'objet en fait de plusieurs vidéos, a priori 4 vidéos, qui nous permettront de traiter différentes périodes de sa vie. Alors, nous n'allons pas vous dire que ces vidéos vont sortir chaque semaine, on va dire pour les 3 prochaines semaines qui suivent, mais on va essayer de publier prochainement la suite de cette vidéo, avant peut-être même d'ailleurs de regrouper l'ensemble des vidéos dans une seule et même vidéo pour ceux qui aimeraient particulièrement, et on sait que vous êtes nombreux, les formats longs, voire très très longs autour des personnages. On sait que des formats par exemple d'1h30 ne vous font pas peur. Et Dieu sait qu'on est heureux de voir que vous produire ce genre de contenu ne vous déplaît pas et que vous aimez les écouter parce que vraiment, nous, c'est des choses qu'on adore faire. Donc peut-être que cette vidéo fera l'objet d'un regroupement dans une seule et même vidéo à un moment ou à un autre dans les futurs mois. Mais là, en l'occurrence, on va vraiment essayer de faire ces 4 vidéos qui vont couvrir en fait 4 grandes temporalités de la vie de Severus Rogue pour, on va dire, explorer toutes les personnalités et toutes les facettes de cette personnalité extrêmement riche qui est celle donc de Severus Rogue. S'attaquer à un personnage comme Severus Rogue, ce n'est pas donc aborder, vous le savez, un personnage simple. C'est rentrer dans une personnalité et dans un caractère nécessairement très particulier. Alors, évidemment, comme souvent, il est possible que certains d'entre vous qui n'ont pas nécessairement lu les livres de J.K. Rowling risquent de découvrir effectivement beaucoup de choses et vont peut-être même redécouvrir le personnage, pourquoi pas, sous un jour nouveau. À l'occasion de la sortie des mémoires posthumes d'Alan Rickman, nous avions eu l'occasion de vous confier l'admiration qui était la nôtre pour celui qui a incarné durant 8 films un personnage qui était très compliqué, mais un personnage aussi qui était très très apprécié par les fans. Seulement, comme souvent, les adaptations cinématographiques sont malheureusement très imparfaites et ne reflètent pas toujours avec exactitude ce que l'on veut démontrer du personnage ou la vision qu'on veut, entre guillemets, en produire. Alan Rickman lui-même s'est parfois, on va dire, vous le savez, énervé et a même contesté certains choix scénaristiques. Alors d'ailleurs, on vous précise que pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, vous pouvez désormais vous procurer les mémoires d'Alan Rickman chez les éditions Hachette, qui a publié une traduction française. Alors nous, on ne se l'est pas encore procuré, donc on n'a pas pu voir véritablement ce que ça valait. Il faudrait qu'on y jette un petit coup d'œil, mais voilà, si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez trouver donc depuis le début du mois de janvier chez Hachette cette nouvelle édition donc des on va dire mémoires du journal intime d'Alan Rickman. Et pour ceux qui voudraient avoir entre guillemets le résumé de ce qu'il dit sur Harry Potter, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne. Bref. Les déséquilibres qui sont inhérents aux adaptations cinématographiques par rapport au roman ont parfois eu, il est vrai, chez les fans, un impact significatif sur la représentation que l'on pouvait avoir, par exemple, du professeur de potions. À d'autres moments, ce sont des pans entiers de sa vie et de son histoire qui ont totalement disparu, ont fait l'objet de résumés extrêmement grossiers qui faisaient perdre évidemment beaucoup de sens au personnage et à son histoire. À ce titre, par exemple, l'adaptation de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé au cinéma aura même réussi l'extraordinaire exploit de faire l'impasse totalement sur l'explication de ce surnom pris par Severus Rogue de Prince de Sang Mêlé. C'est quand même un comble et il est effectivement important quand même de l'expliquer dans la mesure où de nombreux fans, non lecteurs, se posent encore aujourd'hui
la question de cette identité princière dans un monde de sorciers qui ne connaît pas de monarchie propre, en tout cas en dehors de la famille royale britannique qui règne sur le monde des Moldus. Donc cette vidéo sera l'occasion de refaire le point un petit peu sur tout ça. Rien de plus logique évidemment pour aborder ce personnage que de commencer en fait par le début de son histoire, d'autant plus que l'on sait parfaitement que J.K. Rowling a fait de l'enfance de ces personnages le moment pivot de toute leur existence, le moment déterminant où les trajectoires de vie vont se créer, vont se développer et généralement vont quand même donner une idée assez aboutie de ce à quoi va ressembler la personne un peu plus tard. Alors, comme pour l'immense majorité des personnages, nous pouvons établir sans aucun doute possible que son enfance a été bien déterminante dans sa vision du monde et dans les choix que ce dernier fera tout au long de son existence. Nous vous emmenons donc à la découverte de ce personnage qui n'est pas tout à fait comme les autres, mais d'un personnage, vous allez voir, dont l'histoire est très riche. L'enfance, c'est le thème essentiel des 8 tomes de Harry Potter et plus largement, c'est l'obsession et le combat infini de J.K. Rowling, que ce soit dans ses œuvres littéraires ou encore dans ses engagements personnels et philanthropiques. L'enfance de Severus Rogue est probablement l'une des plus emblématiques qu'a pu écrire J.K. Rowling sur un de ses personnages secondaires. On sait qu'il va avoir, on va dire, une importance, cette enfance dans sa vie qui est quand même assez phénoménale. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'on s'arrête le temps d'une vidéo, en fait, uniquement sur cette partie-là de sa vie qui, vous allez le voir, est effectivement très déterminante. Alors, on sait que Severus Rogue va voir le jour dans une famille de sang-mêlés. Son père, Tobias Rogue, est un moldu, alors que sa mère, Aileen Prince, est une sorcière de sang pur. Le cadre parental, qui est celui de Severus Rogue, suffirait déjà en soi à expliquer bon nombre de névroses de notre personnage une fois devenu adulte. Vous allez le comprendre très rapidement. Le père de Severus Rogue, Tobias, était donc un moldu qui n'avait a priori eu aucun rapport particulier avec le monde de la magie avant sa rencontre avec sa future épouse. Aileen Prince voit le jour sensiblement aux alentours des événements qui se déroulent dans les secrets de Dumbledore. Elle sera scolarisée à Poudlard et sera, on va dire, présumément répartie dans la maison Serpentard. On ne connaît pas grand-chose de sa scolarité ni de sa plus jeune enfance. On a le sentiment que ce n'était pas une élève exclue particulièrement. On sait qu'elle participera notamment à plusieurs activités périscolaires à Poudlard, où elle rencontrera une certaine forme de popularité, où elle sera récompensée d'ailleurs par certains trophées qui seront identifiés par nos amis à l'époque de Harry Potter. Aileen Prince, bien que ce ne soit jamais perçu comme étant un point important du roman, a été une contemporaine de Tom Jedusor et a été scolarisée en même temps que ce dernier à Poudlard. Elle était également supposée être présente à Poudlard lors de la première ouverture de la Chambre des Secrets. Compte tenu de son lignage, elle n'était pas particulièrement menacée ni inquiète des événements qui pouvaient se dérouler à cette époque-là au sein du château. Bien qu'il est très fort probable qu'elle ait entretenu des relations probablement très lointaine avec Tom Jedusor, il ne semble franchement pas évident que les discours et l'idéologie de celui qui deviendra plus tard Lord Voldemort aura eu, on va dire, un quelconque impact sur les pensées et la vision de la jeune Aileen. On ne connaît pas non plus véritablement le positionnement exact qu'elle peut avoir par rapport à sa famille, qui demeure dans un angle mort, là pour le coup, du récit. Rien ne vient nous démontrer qu'elle entretenait de bonnes ou de mauvaises relations avec le reste de sa famille. Le fait est que, tout sans pure qu'elle était, à la sortie de Poudlard, elle tombera particulièrement amoureuse d'un moldu. On ne connaît pas les détails de la rencontre entre Aileen Prince et Tobias Rogue. Là aussi, on est dans un angle mort du roman. On ne sait pas grand-chose non plus de l'enfance de Tobias Rogue qui n'a pas été documenté par J.K. Rowling et apparaît, on va dire, que par petites bribes et par déduction. On peut juste imaginer effectivement, puisque cela apparaît quand même assez évident, que le garçon a eu un développement quelque peu particulier, car l'adulte qu'il deviendra sera malheureusement très loin et bien loin d'être équilibré. On peut imaginer que son enfance puis son adolescence ont vu se développer finalement un véritable monstre au fond de lui et qu'au fur et à mesure tout cela va se constituer. Tobias Rogue semble en effet être tout ce que la nature humaine en fait peut fabriquer globalement de pire. Bien entendu, il doit avoir quelques atouts charmeurs dans sa poche, mais on sait
que ce qui le caractérise surtout, c'est qu'il n'est rien d'autre en fait qu'un sous-homme, on va dire les choses de manière assez explicite. Comme nous vous le disions auparavant, nous ne connaissons absolument pas quelles furent les conditions de la rencontre entre ceux qui vont devenir les parents de Severus Rogue. On sait qu'ils vont se marier assez rapidement. D'après la documentation mise à disposition par J.K. Rowling, on comprend qu'Eileen Prince a probablement caché sa nature de sorcière jusqu'au mariage. Ce que l'on sait par contre, c'est que le couple a déjà une dynamique pour le moins très très mauvaise et même bien plus que mauvaise. Tobias Rogue est dépeint comme étant un homme particulièrement pervers et qui a exercé une emprise particulièrement forte et éprouvante sur sa femme. J.K. Rowling parle même d'un père qui aurait été abusif mentalement et psychiquement. Bien qu'elle n'évoque pas directement le sujet, on sait que ce type de sous-hommes qui abusent de leurs femmes ont également généralement tendance à l'être tout à fait physiquement. Et il semble assez difficile de mettre cette piste d'ailleurs de côté. Elle pourrait expliquer là aussi certaines inclinaisons adaptées un petit peu plus tard par son propre fils. On ignore également les raisons qui ont poussé Eileen Prince à ne pas révéler sa nature magique à celui qu'elle s'apprêtait finalement à épouser. Ce que l'on peut imaginer en matière de déroulement des faits, c'est que les deux futurs parents de Severus Rogue se rencontrent et Eileen Prince est très vite séduite par le jeune Tobias. Dans un premier temps, on peut imaginer que tout se déroule à peu près normalement, mais il est tout à fait possible qu'Eileen Prince comprenne petit à petit que la personnalité de Tobias n'est pas si douce que ce qu'elle pouvait paraître au départ de leur relation. Le problème dans ce genre de situation, c'est que très souvent la victime est déjà prise au piège. Face à un homme violent et manipulateur, il est tout à fait possible et imaginable qu'Eileen Prince n'ait pas souhaité lui dévoiler son secret. Le mariage approchant, on peut penser qu'il était de plus en plus difficile de cacher sa nature magique, d'autant plus en cas d'arrivée fort probable d'un enfant qui pourrait potentiellement manifester quelques pouvoirs magiques dès son plus jeune âge. On ne sait pas non plus exactement comment Tobias va accueillir cette nouvelle. Le fait est que le climat de violence et de manipulation ne s'arrête pas lors de cet épisode. On sait, ou plutôt on croit savoir, on va dire, qu'Eileen Prince n'a jamais eu recours à la magie pour se protéger ou même pour sortir ou tenter de sortir de l'emprise développée par son mari. En 1959, va savoir pourquoi, un enfant est conçu. Et c'est le 9 janvier 1960 que vient au monde notre personnage du jour. Severus Rogue sera d'ailleurs le seul enfant du couple. On ignore exactement comment est accueillie la venue au monde de cet enfant. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est un mystère, mais on sent que les parents ne sont pas particulièrement, on va dire, émus de cette arrivée, ne feront d'ailleurs pas grand cas de ce qui aurait dû être, on va dire, un vrai bouleversement pour leur vie. La famille vit dans l'impasse du Tisseur, dans une ville que l'on sait être industrielle. Alors peut-on parler d'une famille, c'est au final assez peu probable. On va le voir évidemment dans cette vidéo. Les premières années de la vie de Severus Rogue n'ont pas été véritablement documentées. On peut imaginer que l'on s'occupe de lui, mais c'est évidemment au minimum, au moins pour qu'il survive et qu'il ressemble un tant soit peu à quelque chose. Plus l'enfant va grandir, plus il va prendre conscience que l'équilibre familial dans lequel il est élevé ne relève absolument pas de la normalité sur de nombreux points et sur de nombreux aspects, en dehors même d'ailleurs de la simple question de la magie. Severus Rogue n'est pas un enfant heureux et ses parents ne le protègent absolument pas. On peut parler d'un enfant pris au milieu d'un couple très hautement toxique. Sa relation avec son père est particulièrement mauvaise et même exécrable. On pourrait même utiliser le terme de délétère. On ne sait pas si c'est un enfant battu, c'est fort probable qu'il le soit, tout du moins par son père et éventuellement par sa mère. Avec sa mère, d'ailleurs, les choses semblent être un peu différentes dans les propos qu'il tiendra auprès notamment de Lily Evans. On sentira que la relation n'était pas bonne, mais n'atteignait pas pour autant les difficultés qu'il rencontrait avec son père. De manière assez évidente, on peut imaginer que la nature magique qui était celle de Severus semble le pousser naturellement plus vers sa mère avec qui il partage au moins quelque chose qui lui semble éventuellement être positif. Durant toute cette période de l'enfance, avant Poudlard, Severus Rogue va essuyer mauvais traitements sur mauvais traitements, mauvaise expérience sur mauvaise expérience. On ne connaît pas les sources de revenus de la famille de Severus Rogue, mais il apparaît assez évident qu'il existe une forme de précarité sociale au cœur du mode de fonctionnement de cette famille. Il est fort probable que les revenus du couple se trouvent relativement limités.
On peut tenter cette affirmation en raison en fait de deux grandes informations qui semblent nous donner quand même de sacrés indices. La première d'entre elles, c'est évidemment le fait que la famille Rogue vit dans un environnement social ouvrier et visiblement quand même très pauvre. La majorité des habitations sont délabrées ou en ruine, la majorité des infrastructures publiques semblent à l'abandon, certaines usines sont à l'abandon aussi, d'autres fonctionnent encore et crachent des fumées noires, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Bref, vous aurez compris que l'impasse du Tisseur est une zone très ouvrière et très précaire. On peut imaginer que les Rogues n'habitent pas, on va dire, à cet endroit par plaisir, mais bien par effectivement nécessité. Deuxième information qui nous met sur la piste d'une certaine forme de précarité sociale, c'est le fait que Severus Rogue aura toujours eu une apparence en fait qui le distinguait de ce que devrait être un jeune enfant de cet âge. On sait qu'il avait toujours le teint blafard, presque malade, des vêtements délabrés, mal taillés, bref. Severus Rogue ne semblait bénéficier véritablement que du minimum vital et encore pour survivre. En cela, on peut dire qu'il vit d'ailleurs une situation qui pourrait paraître assez analogue à celle qui a été traversée par Harry Potter chez les Dursley, mais ça, nous y reviendrons. Ce que l'on n'arrive pas totalement à délimiter véritablement, c'est les raisons en fait qui poussent les parents à fabriquer ces mauvais traitements et le fait de savoir si oui ou non ces violences et ces mauvais traitements sont bel et bien volontaires. Là aussi, comme très souvent dans les histoires de J.K. Rowling, la question de l'amour est centrale. Nous pensons que l'on peut affirmer sans très grande crainte que son père ne ressentait absolument pas grand-chose, voire même rien pour son fils, et que cela a fini en fait par devenir totalement réciproque. Pour ce qui concerne sa mère, les choses, comme on vous le disait, sont relativement différentes et répondent à des logiques qui tiennent quand même à l'aspect incontournable dans l'œuvre de J.K. Rowling, qui est celui de la maternité. Il est d'ailleurs important de souligner que Rogue va lui-même sentir que la nature de leur lien, à eux deux, est quand même très différente, puisqu'il va, on va dire, très vite se rattacher ou s'attacher au patronyme de sa mère, Prince, plutôt qu'à celui de son père, qui est Rogue. Cela veut dire quand même beaucoup de choses, et c'est de là dont est originaire en réalité le surnom du prince de sang mêlé. Sa mère, à Severus Rogue, est décrite par J.K. Rowling comme étant une mère absolument négligente. Toute la question est de savoir si la négligence emporte de facto le manque d'amour. Là-dessus, c'est un point de questionnement. Il faut bien avouer que ce sont deux thématiques qui, on va dire, peuvent se recouper, mais ne sont pas nécessairement les mêmes. Il est important quand même de bien faire la distinction entre les deux. D'autant plus que si le comportement de Tobias Rogue est totalement injustifiable et condamnable, le comportement d'Aileen Prince, même s'il demeure choquant, peut trouver des circonstances, pourquoi pas atténuantes, on peut tout du moins l'imaginer. La situation qu'elle éprouve, les abus, la manipulation, l'emprise et les violences sont autant de raisons qui peuvent justifier qu'elle se retrouve face à une certaine forme de difficulté relationnelle vis-à-vis de son fils. On sait que le climat au sein du couple est empreint de violences de différentes natures et qu'au milieu grandit un enfant. Dans ce contexte, on peut se demander si les parents ont véritablement la capacité de se concentrer sur autre chose que sur leurs propres problématiques à eux. En réalité, on peut même en déduire que Severus n'est finalement qu'une espèce de variable d'ajustement qui leur prend, on va dire, globalement un petit peu de temps, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit un minimum de temps. Il n'est pas du tout évident de dire que ces comportements maltraitants sont, on va dire, tout à fait volontaires. Il ne nous semble pas, on va dire, entrevoir une logique totalement délibérée dans toutes les maltraitances, tout du moins pour ce qui concerne la mère de Severus. Après, sur le père, la dynamique est différente. Severus Rogue grandit donc dans ce contexte très néfaste. On peut malheureusement dire qu'il se construit un peu envers et contre tout. Et forcément, compte tenu de sa situation, il se construit sur un terrain qui est totalement déséquilibré, ce qui par définition entraînera une construction psychologique très différente de celle d'un enfant normal de son âge. Les épreuves qu'il subit et les épreuves qu'il entrevoit au quotidien au sein de cette famille le poussent naturellement à s'endurcir, beaucoup trop d'ailleurs, à gagner une maturité également qui est peut-être un petit peu trop avancée pour son âge. Mais tout cela ne l'amène pas à avoir un développement, vous l'aurez compris, normal. C'est un enfant qui est très isolé, un enfant qui maîtrise très mal les relations sociales, on le verra, et qui n'a pas nécessairement les bons codes pour s'insérer aussi dans la société. Alors, a priori, on peut penser que Severus Rogue n'a jamais été scolarisé dans une école primaire moldue avant son départ à Poudlard.
Il est tout à fait probable, et disons-le tout à fait possible, que son éducation se soit faite à domicile, et il est fort probable aussi que là aussi, il sera construit tout seul à partir d'un certain point, tout du moins. Le fait de ne pas être scolarisé en soi ne nous pose pas de soucis particuliers dans la mesure où dans le monde magique, l'école à la maison est une pratique très répandue et que l'on retrouve dans de nombreuses familles comme les Weasley par exemple, sans que cela soit perçu comme étant quelque chose de particulièrement grave. On l'a vu pour les Weasley, on l'a vu pour les Malfoy, on l'a vu pour tout un tas d'autres familles qui effectivement ne scolarisent pas leurs enfants dans un environnement scolaire moldu et vraisemblablement ça ne semble pas poser de problématiques particulières. La différence en fait elle se situe entre toutes ces familles sur le climat intrafamilial, qui n'est absolument pas propice à l'éducation, encore une fois, d'un jeune enfant, et encore moins à la construction nécessaire de son propre équilibre. Sans en faire pour autant un sociopathe, il était assez évident que le jeune Severus Rogue n'était absolument pas taillé pour les relations sociales, ou tout du moins pour les vivre à peu près normalement. En dehors même du contexte familial, un enfant qui subit des traitements pareils souffre nécessairement de solitude, et l'on sait que la solitude n'est jamais quelque chose de positif dans le développement d'un enfant. En soi, l'enfance de Severus Rogue est une continuité d'événements qui sont tous plus tristes les uns que les autres. Il serait improbable d'imaginer le contraire. Tristesse, solitude, toxicité du terrain familial, autant dire tout de suite que tout était réuni pour en faire un enfant et un adulte souffrant de nombreuses névroses, mais aussi d'un manque de discernement absolument flagrant dans sa manière d'entretenir des relations normales avec ses semblables. Pour nous, ça tombe un peu sous le sens. Mais dans cette espèce d'océan de noirceur, d'océan de ténèbres et disons-le de solitude, il est toujours possible de trouver la lumière. Et en l'occurrence, cette lumière, dans son cas personnel, s'appelle Lily Evans. Tout le monde sait à quel point la rencontre de Lily Evans constituera le moment le plus heureux de toute la vie de Severus Rogue. On peut même parler d'une rencontre aussi fondatrice qu'improbable en réalité, tant les deux personnalités sont différentes. On sait que la famille Evans vit dans la même ville que la famille de Rogue. De base, il n'y avait absolument aucune raison pour que ces deux enfants se croisent, tant ils appartiennent, au moins au départ, à deux mondes qui sont totalement différents. La famille Evans est, on le sait, une famille de moldus, comme il en existe des centaines de milliers d'autres. De ce que l'on sait, de ce que l'on croit comprendre, la famille de Lily Evans appartient plutôt à la classe moyenne et vit confortablement sans être pour autant dans l'opulence. On sait que le couple Evans a donné naissance à deux filles, Pétunia, qui est l'aînée, et Lily, qui est la seconde et dernière enfant du couple. On sait que les deux enfants ont des caractères totalement opposés, qui n'ont absolument rien en commun, ce qui peut arriver dans une famille sans pour autant que l'on puisse considérer tout cela comme étant un signe particulièrement flagrant d'une problématique intrafamiliale. Contrairement à notre personnage du jour, on sait très bien que Lily Evans n'a pas eu à souffrir des carences d'un point de vue affectif comme ce fut le cas pour Rogue. Les Evans sont une famille tout à fait aimante et dont les parents, bien que maladroits sur certains points, semblent quand même, on va dire, accorder une réelle attention à leurs enfants, même si l'on sait qu'elle ne sera pas ressentie, à tout le moins, comme étant parfaitement juste, notamment dans le cas de Pétunia. Contrairement, là aussi, à Severus Rogue, Lily Evans ne grandit pas dans l'isolement. En plus d'être dans une famille à peu près normale, elle est très logiquement scolarisée dans une école moldue où elle fait son apprentissage et ses apprentissages plus généralement en matière effectivement de maths, d'anglais, de tout ce que vous voulez, de tout ce qu'on peut étudier dans le monde moldu, mais elle fait surtout et avant tout l'expérience du monde social. Seulement, assez rapidement, cette petite fille, qui ressemble à un tant d'autres petites filles, va commencer à se distinguer autrement que par sa vive intelligence et par sa générosité. Comme chaque enfant doté de capacités magiques, certains signes précoces vont se faire jour petit à petit. Bien que les familles Rogue et Evans soient relativement voisines, rien ne laisse à penser, bien au contraire, qu'elles entretiennent une quelconque relation. On sait que les familles de sorciers ont généralement tendance à se faire relativement discrets afin de ne pas attirer l'attention. Et en plus de cela, la dynamique de violence qui règne au sein de la famille Rogue n'encourage pas nécessairement aussi le voisinage à s'ouvrir particulièrement à des gens un petit peu de cette engeance. Cependant, on sait que Severus Rogue, qui souffre de solitude, est un garçon d'une très grande intelligence et dont la nature profonde l'amène nécessairement à s'ouvrir, même un tout petit peu, sur les autres.
L'océan de tristesse et la noirceur de l'environnement dans lequel il a grandi va donc, on va dire, connaître son tout premier bouleversement lorsque Severus Rogue va rencontrer Lily Evans, qui apparaît comme étant une sainte et bienheureuse clarté pour ce jeune garçon. Il serait bien évidemment totalement prématuré de parler d'un coup de foudre, quoique. Mais le fait est qu'on ne peut pas mettre totalement de côté l'idée que Severus est tout de même relativement subjugué par cette fillette qui, en plus de partager son âge, se montre gentille avec lui, sentiment dont il n'a absolument pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude. Il est normal que cela, évidemment, l'interpelle. Lily Evans est, elle, d'un naturel tout à fait avenant, ce qui n'est absolument pas le cas de sa sœur, qui voit en Rogue un garçon très bizarre, venant d'une famille très peu fréquentable et dont l'habillement indique clairement qu'il vient d'une famille pauvre et qui ne correspond donc pas du tout à la vision de ce qu'elle aime s'imaginer comme étant normal ou relevant plutôt de sa conception de la normalité. Lily Evans, elle, ne s'arrête absolument pas du tout à ce genre de questionnement et de considération, d'autant plus que Severus Rogue et elle partagent autre chose qu'une simple amitié naissante. Si Severus Rogue sait depuis sa plus tendre enfance qu'il est un sorcier, ou probablement qu'il est un sorcier, et que cette nature l'amènera un jour à Poudlard pour faire sa place dans un monde magique rempli de promesses, Lily Evans, elle, n'en a absolument pas la moindre idée de ce qui va et de ce qui peut lui arriver. Elle observe évidemment que des choses étranges se passent dans son quotidien, dans son entourage, mais ses parents étant des moldus, elle ne peut bénéficier évidemment d'aucun accompagnement en la matière et ne peut trouver de réponse toute seule à des questions qui peuvent lui paraître on ne peut plus étonnantes et sans grand sens pour une fillette de son âge. C'est ici que la relation naissante entre Lily Evans et Severus Rogue va prendre, on va dire, un premier tournant absolument déterminant. Severus Rogue est suffisamment intelligent, sensible et mature pour détecter la véritable nature qui est celle de Lily Evans. C'est principalement en observant la jeune sorcière que ce dernier va très vite comprendre qu'ils sont destinés à suivre le même chemin. C'est ainsi qu'il va faire la révélation à Lily Evans qu'elle est en réalité une sorcière. Bien qu'elle ne soit pas totalement surprise de découvrir qu'il y a une certaine logique derrière tout ce qu'elle peut ressentir, on peut imaginer, pourquoi pas, une certaine forme de satisfaction. À ce moment-là de la rencontre, Lily n'a pas encore reçu sa lettre d'acceptation pour Poudlard, mais Severus n'a, et a raison, absolument aucun doute sur ce qu'il va advenir. Les deux jeunes enfants deviennent amis et Severus partage l'ensemble de ses connaissances avec une Lily avide de tout connaître, de tout comprendre et de tout découvrir. Il est évident que dès leurs premiers échanges, le jeune Severus commence à ressentir des choses un peu plus fortes que de la simple amitié. En réalité, il n'est absolument pas anormal que Severus se retrouve dans cette situation. Depuis aussi loin qu'il peut s'en souvenir, c'est bien la toute première fois que quelqu'un lui montre de l'intérêt et le considère comme étant une personne humaine. D'un point de vue psychologique, il semble très clair qu'il ne pouvait pas en être autrement dans la mesure où il se rattache forcément immédiatement à ce qui lui apparaît comme étant quelque chose de pur et de beau. Et il s'y attache en plus d'une manière extrêmement forte et d'une manière extrêmement prononcée. Il expérimente donc la découverte de l'émergence de ses premiers sentiments amoureux, mais dont on sait qu'ils ne sont malheureusement pas réciproques. Cependant, le temps n'est pas encore venu d'aborder ce volet de la relation naissante entre les deux jeunes enfants. Pour le moment, ce qui nous intéresse principalement, c'est la manière dont cette relation va impacter en fait la vie de Severus Rogue durant son enfance. Lily Evans arrive en réalité, on va dire, à révéler ce qu'il y a de meilleur en Severus. Par sa bonté, par sa générosité, la future Lily Potter lui ouvre les portes d'un chemin nettement moins sombre que ce qu'il pouvait généralement penser ou imaginer pour son avenir et sa future vie. C'est ce que nous pourrions définir ainsi comme, on va dire, une invitation un peu au changement pour Severus. On sait, en tout cas, tout le monde pourrait faire une vidéo tout entière sur la relation entre Severus et Lily. Il faudra d'ailleurs probablement que nous nous y mettions peut-être en conclusion de ce cycle sur l'histoire du personnage de Severus Rogue. Mais le fait est que Severus a la possibilité enfin de découvrir les relations sociales et de briser, peut-être une bonne fois pour toutes, nous le verrons, des années de solitude. Cependant, ces années de solitude, ces années de mauvais traitements, ces années de carence affective ont laissé des traces que même l'apparition inespérée de Lily dans sa vie ne suffira pas nécessairement à inverser une certaine violence et le développement d'une certaine violence chez ce jeune garçon. Quand on parle de violence, il semble évident que nous ne parlons pas du tout de violence physique, ou tout du moins pas trop. On se situe davantage sur, on va dire, un niveau de violence sociale et un niveau de violence psychologique
notamment dans la manière dont il s'est positionné, par exemple, vis-à-vis de Pétunia, la sœur de Lily. N'ayant pas grandi dans un environnement normal, le développement de Severus Rogue s'est fait bon gré mal gré dans un environnement familial extrêmement toxique. On le perçoit notamment dans sa difficulté à établir un lien social avec des choses qu'il ne comprend pas forcément. Élevé au sein d'une famille où les Moldus ne devaient pas nécessairement avoir bonne presse, il est entré dans une logique imparable de mépris vis-à-vis des Moldus. Ce n'est pas nécessairement une dérive idéologique, ce n'est que le cheminement logique de développement d'un enfant à qui on n'a pas donné les bonnes bases ou à qui on n'a pas donné de base tout court. C'est notamment dans son lien avec plein de guillemets qu'il entretient avec Pétunia que l'on va voir apparaître tout cela. Il sait, Pétunia, être totalement dépourvu de pouvoir magique, contrairement à sa sœur. Là-dessus, il n'a évidemment pas loupé les choses. On sait que Severus entretient des rapports on ne peut plus négatifs, on y reviendra vis-à-vis de Pétunia, qu'il méprise totalement. Il faut dire que d'ailleurs, c'est même une sensation qui est relativement réciproque pour des raisons tout à fait différentes. Lily tentera bien probablement de remettre les choses à plat, mais l'écart de toute façon était déjà trop grand entre les deux protagonistes, ainsi qu'entre les deux sœurs, même s'il ne s'agit pas du thème de cette vidéo et que nous l'aborderons dans une vidéo spécifique. De manière assez évidente, Severus Rogue a déjà à cette époque de très grandes difficultés relationnelles, mais que Lily tente, on va dire, de lever un petit peu. Ce qu'elle arrive en partie à faire, malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. Severus fait pourtant l'expérience du beau à travers de cette rencontre. On pourrait parler d'une pause salvatrice dans un univers effectivement quand même bien difficile. Cette parenthèse offerte par Lily Evans est probablement arrivée aussi bien au mauvais moment qu'au bon moment. Cela peut paraître extrêmement paradoxal de dire cela dans la mesure où cela semble inconciliable. Mais en réalité, les 10 premières années de vie de Severus Rogue furent tellement violentes qu'inverser la tendance ne pouvait relever en réalité que du miracle. Cependant, c'était une possibilité parfaitement possible, parfaitement envisageable, mais pas dans les conditions qu'il pouvait imaginer. Tout devra évidemment se jouer en réalité avec son arrivée à Poudlard. L'arrivée de sa lettre d'admission à Poudlard n'est pas une surprise pour Severus Rogue. Il savait que cela arriverait. Ce n'est pas un rêveur, c'est un pragmatique. On peut imaginer effectivement qu'il prend les choses avec philosophie. De toute façon, c'était le cours de son existence, le cours de sa vie, mais il n'y avait pas, entre guillemets, de grande surprise. Ce qu'il ne savait pas nécessairement, en fait, c'est qu'en réalité, c'est qu'à l'instar d'un autre jeune qui a été élevé dans la violence de la vie, Poudlard aurait pu être en fait sa deuxième chance, celle qui aurait pu, on va dire, l'arracher à ses déterminismes issus de l'enfance. L'éloignement vis-à-vis de ses parents était nécessaire. La présence de Lily à Poudlard était un peu la bouée de secours qu'il ne savait peut-être pas reconnaître à sa juste valeur. Mais la suite de cette histoire, nous la découvrirons dans la seconde vidéo de ce cycle, qui s'intéressera, vous l'aurez compris, à la période de scolarisation à Poudlard de Severus Rogue et donc à son adolescence et à sa vie de jeune adulte. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur l'enfance de Severus Rogue. On va dire une enfance qui a été compliquée, une enfance où on a vu apparaître des liens très distendus avec son père, des liens un peu plus rapprochés avec sa mère pour qui il avait une certaine forme de respect, d'où l'utilisation du titre Prince et donc l'explication du titre de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Nous, ça nous semblait très important de pouvoir faire ce point-là, d'abord de passer ces 30 petites minutes ensemble sur l'enfance de Severus Rogue pour bien se préparer effectivement aux 3 prochaines vidéos de ce cycle qui vont venir couvrir le reste de sa vie et vous verrez qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce personnage qui est un personnage extrêmement riche. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, on va vous fournir très prochainement la seconde vidéo de ce cycle. Elle arrivera pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. On va voir. En tout cas, là, on va essayer de faire sur les 4 vidéos au sujet de Severus Rogue un cycle qui va se dérouler peut-être sur 2 mois, mais pas tellement plus. On va essayer vraiment de vous faire les vidéos en rapproché. Et puis, on verra éventuellement si on les raccroche les unes aux autres à la fin de cette période pour ceux qui adorent les formats longs. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'enfance de Severus Rogue. On vous attend dans les commentaires pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez. On sait que pour beaucoup, vous avez depuis très longtemps attendu cette vidéo et que vous vouliez vraiment avoir du contenu sur Severus Rogue. Nous aussi, on voulait bien le travailler, bien prendre le temps de porter le sujet correctement. C'est désormais chose faite. Donc, on a pu commencer, on va dire, ce cycle-là. Donc, dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.